Goedemiddag, dames en heren. Ik heet u namens Iris Care van harte welkom op dit webinar aangaande de operationalisering van de strategie voor vaccineren tegen COVID-19 op te starten. Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bienvenu au nom de Iris Care à ce webinaire pour en discuter, pour vous raconter partager beaucoup d'informations avec vous sur l'opérationnalisation de la stratégie de vaccination COVID-19 pour Bruxelles. Je regarde et pour l'instant, nous sommes déjà plus que 60 membres qui sont présents et le nombre augmente encore 70, je vois maintenant. Je vais vous raconter ce qu'on va faire cet après-midi. On a prévu 3 interlocuteurs et donc d'abord en première instance, je souhaite aussi le bienvenu à notre ministre, Monsieur Alain Marron, le ministre chargé de l'action sociale et de la santé et membre de la collège réunie du COCOM et le ministre siège aussi aux conférences ministérielles interfédérales sur la santé publique. Merci, Monsieur le ministre, d'être présent. Après l'introduction du ministre, on passe la parole à Dr Yves Van Latem. Le docteur Van Latem, il est médecin infectiologue au CHU, Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre, depuis déjà plus que 40 ans. Monsieur Dr Van Latem, il est président de la section vaccination du Conseil supérieur de la santé et membre du bureau du Conseil supérieur de la santé, mais on lui reconnaît surtout comme le porte-parole interfédéral COVID-19 et dans cette compétence-là, il est aussi membre de différents groupes d'experts. Merci, Dr Van Latem, d'être aujourd'hui avec nous. Et après ces deux exposés, on passe la parole à Monsieur Jurgen Rogge. Meneer Rogge is de projectmanager die eigenlijk instaat voor het uitrollen van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 voor de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Merci. Merci Johan. Bonjour à toutes et tous. Alors j'entends que vous êtes relativement nombreuses, on ne se voit pas. C'est parfois la difficulté des webinaires vidéo. Je ne vais pas vous parler très longtemps. Je voudrais quand même vous faire passer l'un ou l'autre message. D'abord, vous devez savoir que nous avons décidé tous ensemble, toutes les entités et le gouvernement fédéral, de donner la priorité dans la vaccination aux maisons de repos et de soins. Vous savez que tous les vaccins ne seront pas disponibles tout de suite. Toutes les quantités de vaccins ne sont pas disponibles tout de suite et nous avons dû élaborer ensemble, toutes les entités, le fédéral et les régions, des priorités. Et évidemment, dans les priorités, on a décidé de mettre en avant les publics les plus fragiles. Et parmi les publics les plus fragiles, on a décidé de donner une super priorité aux résidents dans les maisons de repos, mais aussi aux travailleuses et aux travailleurs dans les maisons de repos. Alors pourquoi? Je ne vais pas vous faire un dessin, parce que vous travaillez en maison de repos, donc vous le savez. Mais donc vous savez évidemment que le public âgé est particulièrement à risque par rapport au Covid. Vous savez aussi que les travailleuses et les travailleurs qui travaillent avec ce public, dès lors, deviennent aussi un public à risque, et c'est normal. Vous savez aussi combien le secteur des maisons de repos a payé un lourd tribut à l'occasion de la première vague et que la deuxième vague n'a quand même pas été si simple à gérer, même si, heureusement, les procédures, le matériel, etc. ont changé les choses et que les choses ont pu être vécues de manière plus positive, je dirais au moins difficile. Il n'empêche, les maisons de repos restent un endroit particulièrement aigu et complexe pour la lutte contre le Covid. Et donc, c'est la première chose que je voulais vous dire et que vous avez déjà entendu sans doute, mais c'est une décision collective de l'État fédéral et des régions de prioriser les maisons de repos et de faire des maisons de repos les premiers lieux de vaccination. On pense que c'est important et que c'est une première étape qui est essentielle.
Deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est l'importance que les travailleuses et les travailleurs comprennent ce dont il va être question et de l'intérêt du vaccin. Alors, Monsieur Van Latem et puis Monsieur Rock pourront vous donner des précisions scientifiques, techniques, etc. Il faut bien se rendre compte que pour le moment, en tout cas, outre évidemment les gestes barrières qui resteront d'actualité, le matériel de protection qui restera d'actualité, les systèmes de cohortage, etc., s'il y a des cas, le suivi de contact, le testing, le tracing, mais outre tout ça, on considère, mais dans toute l'Europe et dans tout le monde, que la vaccination est quand même l'arme la plus forte contre le Covid. On a vu en deuxième vague que malheureusement, les dispositifs qui ont été mis en place pendant le printemps, pendant l'été et même encore dans le cours du mois de septembre n'ont pas été suffisants. Ils ont permis d'amoindrir le nombre de personnes décédées ou parfois le nombre de personnes hospitalisées, mais ils n'ont pas été suffisants. Et donc, si on veut vraiment, une fois pour toutes, je dirais, arriver à battre le virus, il fait assez consensus que le vaccin est l'arme la meilleure. Et pour ça, évidemment, il faut non seulement que les décideurs en soient convaincus, et c'est le cas. Je pense qu'il y a vraiment un fort consensus chez tous les ministres de la Santé, fédérales, régionaux, dans les autres pays aussi, un consensus fort sur le fait qu'on croit vraiment que ces vaccins sont la solution, ou en tout cas sont la solution principale, la solution la plus forte, en plus de tout le reste. Mais évidemment, pour ça, c'est important que un maximum de personnes en soient convaincues. Parce que si les personnels de soins eux-mêmes ne sont pas convaincus, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, dans les services sociaux, les services de soins, s'ils ne sont pas eux-mêmes convaincus, évidemment, ça ne marchera pas et on ne touchera pas les publics cibles. Et donc, c'est un des enjeux et ce pourquoi on a organisé ce webinaire aujourd'hui avec les services d'Iriscare et les services de la COCOM que je remercie. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vous remercie d'être présente et présent. Parce que quand même, on est le 26 décembre, ce n'est pas un jour anodin, même si les fêtes de fin d'année sont très particulières pour tout le monde, ben, n'empêche qu'on est le 26 décembre. Donc, remercier toutes celles et tous ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui se sont connectés. On a prévu de faire une séance de questions-réponses conjointe à M. Van Latem et moi-même. Moi, je ne répondrai évidemment que sur des aspects plus politiques, si vous voulez, mais je suis aussi évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions après l'intervention de M. Van Latem et on répondra ensemble à vos questions à ce moment-là, s'il y en a qui se posent, avant l'intervention de M. Rock, qui est Project Manager vaccination sur la COCOM, mais qui va vraiment expliquer, je dirais très concrètement, comment les choses vont se passer. Voilà, je passe la parole à M. Merci, monsieur le ministre. Donc, effectivement, je répète aux spectateurs. Donc, si vous voulez poser des questions, il y a un chat box où vous pouvez donc écrire votre question. Et donc, après l'intervention de monsieur Dr. Van Latem, on va traiter quelques questions. Dus als er vragen zijn, zij kunnen gesteld worden in de chatbox. En nadien, na de uiteenzetting van Dr. Van Latem, zullen we die vragen dan eigenlijk overlopen. Dr. Van Latem. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, merci de me donner la parole. Je vais essayer en quelques minutes de vous dire pourquoi ce vaccin a tout son sens et qu'il est finalement introduit dans un contexte qui paraît à certains extrêmement précoce et peu sûr et pour lequel je pense on peut avoir toutes les réassurances que je vais vous exposer dans quelques instants. Trois parties. Une partie un petit peu générale, c'est vous situer un petit peu le positionnement des vaccins dans les soins de santé. Je pense que la plupart d'entre vous sont convaincus que prévenir une maladie, c'est mieux que la guérir. Une première chose. Et les vaccins sont parmi les médicaments qui préviennent les maladies, ceux qui sont au premier plan, entre autres typiquement pour les maladies virales pour lesquelles souvent on n'a pas de médicaments. Et c'est le cas de ce Covid, on n'a pas de médicaments. Les choses seraient beaucoup plus simples d'une certaine manière si on pouvait en quelques pilules venir à bout de la pathologie. Ce n'est pas le cas. Il faut donc la prévenir. Et la prévenir, c'est ne pas l'attraper. Alain Marron a encore dit tout ce qui nous fait vivre pour l'instant, les masques, les distances, l'hygiène, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile
à endurer pendant des semaines, pendant des mois. Ce n'est pas facile à faire lorsqu'on est sur un site de travail. Ce n'est pas facile à faire avec des personnes comme les personnes avec lesquelles vous travaillez qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'affection et pas simplement des gestes mécaniques. Et c'est difficile d'avoir beaucoup d'attention et d'affection lorsqu'on a le visage couvert, qu'il faut faire attention, mettre des blouses et autre chose du même style. Et donc, on en arrive à la notion que le vaccin est dans ce contexte-là une manière de prévenir cette pathologie. On reconnaît que dans le monde, c'est une déclaration entre autres de l'OMS, après le fait d'avoir de l'eau saine qui évite des maladies comme les diarrhées, la vaccination est l'intervention humaine qui a le mieux prolongé l'espérance de vie, qui a donné le plus de gains quant à la qualité de la vie au-delà de tous les autres médicaments. Ça, c'est très générique sur la vaccination. C'est le seul médicament qui a déjà fait disparaître une maladie. Pour les plus âgés d'entre nous, on se souvient, c'est la variole, et qui va bientôt faire disparaître une deuxième maladie. Pour les moyennement âgés, ils s'en souviennent, c'est la poliomyélite. On vaccine toujours nos enfants à ce niveau-là. L'OMS estime que la vaccination pour les maladies, je viens en Covid dans un instant, fait au moins gagner 2 millions, si pas plus, de vies chaque année de par le monde. Alors, dans le contexte maintenant du Covid qui nous touche tous, il a été calculé par des ordinateurs, que si nous voulions faire la même chose que la vaccination, en laissant l'immunité se faire petit à petit dans la société, nous aurions pour la Belgique un prix à payer qui, au total, serait au minimum de 60 000 morts, quelque part entre 60 et plus de 70 000 morts. Nous avons déjà, malheureusement, plus de 18 000 morts à déplorer dans notre pays. Ça veut dire qu'il faut rajouter encore 2 fois la mortalité actuelle pour espérer, je dis bien espérer, avoir une immunité collective. C'est un prix impossible qu'aucun d'entre nous ne veut payer. Et comme l'a dit Alain Marron, dans ce contexte-là, prévenir par la vaccination est la seule manière de nous sortir, non seulement au point de vue psychologique, social, culturel, économique, de la situation dans laquelle nous sommes plongés pour l'instant. Alors on va dire, oui, ok, je vous comprends, mais ce machin-là, est-ce qu'il n'a quand même pas été développé trop vite? Alors qu'on nous dit qu'un vaccin, ça met des années à être développé. Vous avez raison de me dire que ça met d'habitude au moins 7 ou 8 ans. Ça met 7 ou 8 ans, et je vais vous dire pourquoi dans ce contexte-ci, ça peut être fait en une année, puisque c'est ça, il y a 1 an maintenant qu'on connaît ce microbe qui est apparu en décembre l'année passée, peut-être avant, mais qui est connu depuis décembre l'année passée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la manière de développer ce vaccin a été développée avec d'autres techniques classiques qui sont développées maintenant depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La technologie a beaucoup avancé, on le sait tous, nos téléphones, nos iPhones, nos ordinateurs de maintenant ne ressemblent pas à ce qu'il y avait il y a 5 ou 10 ans. Eh bien, il faut avouer que les techniques de développement de vaccins maintenant ne sont plus celles qu'il y avait il y a 5, 10, 15 ou 20 ans, quand ont été développés les autres vaccins que nous faisons administrer à nos enfants jour après jour, et j'espère en toute confiance. Dans ce contexte-là, il existe donc des nouvelles structures qui permettent de développer beaucoup plus vite beaucoup de doses de vaccins et beaucoup plus rapidement qu'auparavant. C'est ce qu'on appelle des plateformes vaccinales qui sont nouvelles. Elles ont déjà donné des résultats dans des vaccins faits pour les animaux. Elles sont en train de faire naître des vaccins contre des maladies qui existent sous les tropiques, et il y a des études sur différents vaccins qui sont en cours. Et ces vaccins n'avaient pas jusqu'à présent encore été mis réellement sur le marché, si on peut dire, comme va être le vaccin pour le Covid actuellement. Alors, vous savez que quand on veut vacciner quelqu'un, il faut donc que son corps à lui développe des moyens de défense contre quelque chose qui, dans le microbe, est tellement important pour le microbe que sans ça, il ne peut pas fonctionner. Il faut donc bloquer quelque chose chez le microbe qui le rend tout à fait inoffensif. Quelle est la meilleure manière de bloquer un microbe? C'est de bloquer la clé par laquelle il entre dans nos cellules. Une fois qu'il est entré dans la cellule, il fait les dégâts et il donne la maladie telle qu'on la connaît. La clé d'entrée de ce COVID, eh bien, c'est une sorte de petite protéine, de petite pointe, comme une épine, qui a sa surface et qui porte le nom un peu barbare de protéine spike. Spike, ça veut dire aiguille. Une protéine aiguille qui lui permet de tourner dans une clé, d'ouvrir notre cellule, de rentrer dedans et de s'y multiplier. Donc, la meilleure manière, c'est de bloquer cette clé. Quand vous bloquez parfois votre serrure en mettant quelque chose dedans qui évite à une clé de pouvoir y entrer. Bloquer ça, ça veut dire faire des anticorps contre cette petite épine qui rentre dans nos cellules pour faire pénétrer le virus. Donc, on va donner à notre corps un bout
de ce virus qui est juste la petite épine en question. La petite épine en question, elle est incapable de donner la maladie, mais elle est capable de nous apprendre comment bloquer ce machin, faisant que lorsque le virus arrive avec son épine, eh bien son épine se trouve recouverte et il ne peut pas la faire entrer dans nos cellules. Et donc, le virus est là, totalement inoffensif, sans moyen d'action pour nous abîmer. Donc, on donne cette petite épine. Eh bien, cette petite épine, elle n'était pas tout à fait inconnue. Grâce au fait que malheureusement, le monde avait deux méchants coronavirus dans le passé. Un en 2003, il portait, vous vous en souvenez peut-être, il était découvert en Asie, le nom de SARS. Et on a eu très peur en Europe d'avoir le SARS chez nous. Et heureusement, on n'a pas eu le SARS. Il n'est pas arrivé ici. Il a un peu dérivé vers le Canada, les États-Unis, et puis il a disparu. Et puis il y a un autre virus qui est apparu, le fameux MERS. C'est un virus des chameaux au départ qui existe au Proche et au Moyen-Orient. Et c'est un virus qui a toute son importance parce qu'il existe toujours. Et ceux qui, par exemple, vont au pèlerinage à la Mecque, ceux qui vont en Arabie, savent que c'est un virus dont il faut se méfier et dont on se méfie d'ailleurs très fort dans la région en question. Ces deux virus ont permis aux scientifiques d'avoir déjà une bonne idée comment fonctionnaient les méchants coronavirus. Il apparaît en décembre l'année passée un troisième méchant coronavirus. Toujours avec cette même petite pointe, un peu différente de ces deux copains, si on peut dire, que sont le SARS et le MERS. Il n'a pas été difficile, heureusement, d'avoir très rapidement le patrimoine génétique de ces virus. Ça, c'est la science moderne qui permet en un mois de temps de déterminer, et cette fois-ci en une semaine de temps, dès qu'on a connu le virus, on a déterminé son patrimoine génétique. De savoir comment le virus formait cette petite protéine de pointe et de prendre donc ce type de protéines de pointe pour les mettre dans les vaccins qui avaient été en cours de développement pour les deux autres maladies. On avait juste à changer le moteur d'une voiture, si on peut dire, en gardant tout le reste de la voiture pour avoir la spécificité de ce nouveau méchant virus corona en question. Il y a eu, une fois que ceci a été fait, une énorme collaboration internationale, comme il n'y a jamais eu jusqu'à présent de par le monde pour lutter contre un microbe. C'est vraiment une opération mondiale tout à fait exceptionnelle, unique, dans laquelle les scientifiques, d'une part, en général, les firmes pharmaceutiques et les États ont collaboré. Ont collaboré en travaillant dur, d'une part, et en versant des sommes colossales. Les États-Unis, la communauté européenne, différents grands pays ont mis des milliards d'euros, des milliards de dollars sur la table pour faire avancer les études, chose que d'habitude on ne fait pas avec les autres maladies. Malheureusement, diront certains, bah oui, c'est comme ça. Cette maladie-ci a stimulé clairement la volonté de la vaincre et on a mis beaucoup plus de fonds pour la vaincre et la vaincre rapidement que d'autres maladies. Cette grosse collaboration a permis d'avoir une étroite union entre le développement des études et la surveillance des études. D'habitude, les firmes développent des études et elles arrivent avec un produit. Pour développer les études, elles font différentes phases. Vous avez tous entendu parler de ça dans la presse. C'est devenu du domaine public, les phases 1, les phases 2, les phases 3. Et tout ceci se fait assez lentement, assez bureaucratiquement. On dépose un dossier au bout de 6 mois. Et puis 3 mois plus tard, on a une réponse. Et puis on fait des réponses aux questions qu'on vous a posées. Et puis au bout de 6 mois, on est d'accord et on passe à la phase ultérieure. Et ainsi de suite s'enchaînent les phases avec des mois et des mois perdus, si on peut dire, dans des démarches lentes et bureaucratiques. Dans ce contexte-ci, la situation a été conçue par tout le monde comme étant prioritaire. Il y a eu un travail en parallèle entre les données que les études fournissaient aux firmes et les données qui étaient relues en même temps par les chercheurs indépendants de l'administration européenne, comme elle s'est fait aux États-Unis pour l'administration américaine, qui en permanence surveillait ces données, posait des questions online, alors que sans ça, c'était des courriers échangés des semaines ou des mois plus tard. On a gagné énormément de temps dans ce contexte-là. On y a pu avancer extrêmement vite. Les gens se sont pressés au portillon pour servir, certains diront de Kobe, mais donc pour expérimenter le vaccin. En quelques jours, tous les volontaires étaient là. Il faut parfois des mois et des mois pour réunir assez de personnes. Les usines pour produire ce vaccin ont été d'emblée construites ou transformées pour être adéquates, de manière à produire le vaccin directement, même si après ça, on se rendait compte que le vaccin ne fonctionnait pas. Ce sera le cas de certains des vaccins dans le futur qui peut-être ne fonctionneront pas. Et bien simplement, la production
allait être détruite dans le contexte en question. On préférait produire avant, quitte à perdre de l'argent entre autres public, c'est bien vrai, américain ou européen, de l'argent privé, des firmes éventuellement, mais être certain que quand le vaccin serait OK, qu'il aurait passé tous ces examens pour montrer qu'il était efficace et sûr, il soit directement pas là et pas 6 mois, 1 an plus tard, comme c'est le cas pour la plupart des autres vaccins. Et donc, c'est dans ce contexte de suivi vraiment d'investissement scientifique et financier extrêmement important qu'un vaccin a pu être lancé en 1 an et pas lancé en 7 ans comme d'habitude. Deuxième grande question que vous vous posez, oui, mais enfin, si on lance un truc en 1 an, est-ce qu'on peut être sûr que ce vaccin n'est pas plein d'effets secondaires que l'on ne connaît pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de la vaccination, on sait depuis maintenant, sur une expérience d'une 50aine d'années, que lorsque les vaccins produisent des effets secondaires, tels qu'ils sont connus pour l'instant, ces effets secondaires apparaissent en déant les 6 semaines. 95% des effets secondaires apparaissent en déant les 6 semaines après l'injection du vaccin. Dans ce contexte, l'Europe, comme les États-Unis, a demandé aux firmes de leur fournir leur dossier seulement lorsque tous les gens vaccinés auraient au moins été vaccinés depuis 2 mois. 2 mois, c'est 2 semaines de plus que les 6 semaines, c'est 8 semaines. Donc, le principe, c'était, on veut bien regarder les résultats que vous nous donnez sur vos nouveaux vaccins, mais on veut que tous les gens les aient reçus depuis un temps tel que s'il doit y avoir un effet secondaire, que peut nous apprendre l'expérience de 50 ans, eh bien, il est inclus dedans puisque ces gens étaient vaccinés depuis plus de 6 semaines. Ça, c'est un point, je pense, extrêmement important. Dernier point, et après ça, je laisserai la parole aux autres, savoir que ces vaccins n'ont pas été testés sur quelques personnes. Ces vaccins ont été testés sur un nombre de personnes, je dirais, quasiment inconnues jusqu'à présent dans le domaine de la vaccination. D'habitude, un vaccin, lorsqu'il est mis sur le marché, il a été essayé, lui, comme vaccin, chez 3 000, 5 000, rarement 10 000 personnes. Or, cette fois-ci, toutes les études avec les différents vaccins en train d'être développés ont été développés alors qu'il y avait entre 15 et 30 000 personnes dans, dans chacun des vaccins qui recevaient le réel vaccin. Et à côté de ça, 15 à 30 000 personnes qui reçoivent ce placebo qui permet de comparer quelqu'un qui reçoit le vrai vaccin et quelqu'un qui reçoit quelque chose qui ne protège pas. Donc, un nombre de personnes beaucoup plus important que d'habitude. Donc, pour terminer, beaucoup de gens, plus que d'habitude, ont reçu le vaccin. Les gens ont été surveillés pendant le temps nécessaire pour éliminer au moins 95% des effets secondaires. Et dernier point, un système de surveillance extrêmement serré, extrêmement étendu dans chaque pays, en Belgique, dans chaque continent, en Europe, de par le monde, interconnexion entre les données européennes, américaines, australiennes et autres, va permettre de suivre ce qui se passe pour être sûr, plus sûr que jamais, et ça n'est jamais arrivé pour aucun vaccin, plus sûr que jamais que le vaccin n'a pas d'effet secondaire, et s'il en a un, eh bien, dans ce cas-là, de le découvrir le plus rapidement possible. Je tiens à insister, un vaccin est un médicament. Un médicament peut avoir des effets secondaires. Lorsqu'on prend une aspirine, eh bien, elle peut avoir des effets secondaires. Il y a des gens qui meurent en prenant simplement une aspirine. Donc, il faut savoir que par définition, tout médicament, tout produit peut avoir des effets. Ce qu'il faut, c'est d'avoir au départ éliminé ces effets secondaires au plus possible, d'avoir vérifié que l'intérêt du médicament, vaincre une maladie potentiellement dangereuse comme le Covid, dépasse de loin les effets secondaires que l'on peut déceler dans les études, et puis suivre ça sur un large public lorsque le vaccin, comme un médicament, est administré, et s'il se passe quelque chose, pouvoir agir au mieux le plus rapidement possible. Voilà ce que je voulais vous raconter. C'est une base de données que vous avez, et on est prêt, bien sûr, Alain Marron comme moi, à répondre à vos questions. Merci, dokter Van Latem. En ook bedankt aan de minister. We hebben toch wel enkele zaken geleerd die we niet wisten. En ook eigenlijk de mensen in de chat posent beaucoup de questions. Je prendrai quelques-uns. Une question d'une dame. Comment je peux encourager mes collègues, donc quelqu'un qui est convaincu de se faire vacciner, mais qui veut aussi encourager ses collègues. Comment elle peut faire ça? Une autre personne demande, est-ce que je vais devenir malade quand je prends
quand je prends le vaccin. Nog een vraag. Ik heb COVID gehad. Moet ik mij dan nog laten vaccineren? Want ik heb veel antilichamen tegen het vaccin. Misschien kunnen we daarmee beginnen met die vragen. Ok, Monsieur Marron, je me lance ou c'est comme vous voulez, hein, j'y vais. La question sur les collègues, les questions médicales, je vais vous laisser répondre. Vous êtes plus habilité. Je vous laisse les collègues, je vous laisse tirer le premier pour les collègues, si vous voulez, c'est bien ça. Allez-y. Oui. Mais donc, c'est une très 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 bonne question en fait. Comment faire pour en parler entre soi, avoir une discussion sereine, etc. On s'est dit, en tout cas de notre côté, qu'il fallait qu'on donne un maximum d'informations. C'est normal que les gens se posent des questions sur le vaccin. C'est normal qu'ils s'interrogent sur est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, est-ce que ça fait mal, ça fait pas mal, quels sont les risques d'effets secondaires ou pas, quels sont les risques que je prends ou pas, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on veut atteindre une immunité collective ou pas avec le vaccin, pourquoi est-ce qu'on choisit telle personne prioritaire, etc., etc. Et donc il y a des gros efforts qui sont faits, sans doute encore insuffisants maintenant, mais qui vont monter en puissance pour informer. Et donc, il y a normalement des flyers qui seront distribués vers les professionnels des maisons de repos, entre autres, les professionnels du soin. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. N'hésitez pas à utiliser ou à renvoyer vos collègues aussi vers les sites Internet d'information. Il y a des sites Internet d'information avec des tas de questions-réponses, en fait, qui sont apportées sur le vaccin. Je pense que ça vaut aussi la peine d'en parler après s'être fait vacciner. Le docteur Van Latem a expliqué qu'il y avait peu de chances d'effets secondaires. Maintenant, ça peut éventuellement arriver. Mais donc, je pense que ça vaut la peine d'échanger sur ses propres expériences une fois que certaines et certains d'entre vous seront vaccinés, ce qui arrivera dans les prochaines semaines. Ça vaut la peine d'en parler entre soi, comment vous avez vécu la chose ou pas. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez senti un peu de fatigue le lendemain ou pas, un peu de fièvre ou pas. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Je pense que ça vaut la peine en fait au maximum d'en parler entre soi et d'utiliser les outils de communication. C'est à charge par contre des pouvoirs publics, donc de nous et des administrations, de transmettre et de rendre accessible cette information vers les professionnels. Donc on me dit qu'en tout cas il y aura des flyers vers les professionnels des maisons de repos, mais aussi pour les résidents et pour les familles. Qu'il y a des campagnes d'affichage qui vont commencer dans les maisons de repos et différents dispositifs d'information. Mais en tout cas, c'est ça que je peux vous répondre par rapport à en parler ou pas avec ses collègues et comment faire pour en parler avec elle et avec eux. Alors, je vais peut-être prendre la suite pour les deux autres questions. Donc, pour les effets secondaires, vous faites bien de poser cette question parce que je ne suis pas certain que j'étais bien clair dans ce que j'ai raconté. Donc, pour être clair dans ce que j'ai voulu vous dire, c'est que on a voulu bien connaître les effets secondaires de manière à se rendre compte qu'il n'y avait pas des choses graves qui arrivaient, des choses dangereuses pour la santé des gens. Mais on peut aussi se rendre compte qu'il y a des effets secondaires extrêmement banals que nous connaissons tous après faire le vaccin pour le tétanos, que l'on fait à peu près tous les 10 ans, et vous faites sans doute par la médecine du travail, lorsqu'on travaille dans une maison de repos, par exemple. Alors, il faut savoir qu'avec ce vaccin, on a une réaction qui existe. Et donc, il serait, je dirais, non seulement mensonger de dire qu'il n'y a rien, mais il serait défavorable au vaccin de dire qu'il n'y a rien, alors que vous allez ressentir quelque chose. Les gens auxquels on injecte le vaccin, pour au moins la moitié d'entre eux, et dans certains cas, pour 3/4 d'entre eux, ressentent une douleur. Ils ressentent une douleur qui survient essentiellement dans les 24 heures et qui est présente pendant 24 ou 48 heures au site de l'injection, qui peut être un peu rouge, qui peut être un petit peu gonflé. Beaucoup de gens, à peu près la moitié d'entre eux, ont des petits symptômes généraux. Ils ont un peu de température, ils sont un peu fatigués, ils ont un peu mal partout. Et ça, c'est quelque chose qui, à la limite, vous montrera d'ailleurs que votre corps réagit à ce qu'on a injecté, qu'il va développer effectivement une manière indirecte de se rendre compte que nous développons des moyens de défense contre ce à quoi on a été soumis à l'injection que l'on a reçue. Donc je pense qu'il faut d'emblée que les gens disent « Ok, j'accepte que j'aurai un peu mal, j'accepte que j'aurai peut-être un peu de fièvre, que je serai un beetje mou, comme on dirait à Bruxelles, un peu fatigué. » Eh bien oui, mais c'est le prix à payer et c'est quand même un prix assez ridiculement bas pour se protéger soi-même et protéger les autres par rapport à une maladie qui a fait les dégâts que l'on sait. Donc, soyons honnêtes, il y a des effets secondaires locaux, il y a des effets secondaires généraux. Ils passent entre 24 et 72 heures
pour l'immense majorité d'entre eux. S'il vous gêne, on prend un peu de paracétamol, tout le monde connaît, hein, Dafalgan et autres publicités non payées, mais quel que soit le paracétamol générique, simplement, on prend ça pendant 1 jour ou 2 au grand maximum et tout ça aura disparu avec peu de choses pour un grand pas pour la santé de soi-même et la santé publique. Ça, c'est les effets secondaires. L'autre partie, et c'est une très bonne question aussi, j'ai fait le Covid. Alors, vous avez fait le Covid et vous en êtes bien sorti, ben, tant mieux, c'est un bon point pour vous. Ça veut dire que vous avez des moyens de défense. On sait que lorsqu'on a fait la maladie, la plupart des gens, pas tout le monde, sont protégés au moins pendant 6 mois. On ne connaît pas pour la durée ultérieure de la protection. Dans les études, on a vacciné aussi bien des gens qui étaient sans avoir fait le Covid que des gens qui avaient fait le Covid. C'est surtout des gens qui n'avaient pas fait le Covid, bien sûr, pour montrer l'efficacité du médicament, mais on a aussi vacciné des gens qui avaient des anticorps, qui avaient fait la maladie, et on a pu voir que, ces personnes ne souffraient pas d'effets secondaires bizarres, non, on peut faire le vaccin chez les gens qui ont fait le Covid. 2, que cela faisait augmenter encore beaucoup plus leur immunité. Et 3, il y a plein de gens qui ont fait le Covid sans le savoir aussi, qui n'ont jamais fait de prise de sang. Donc, de manière à pouvoir mettre ce vaccin en marche dans la collectivité, ça n'a pas de sens de faire une prise de sang. On peut vacciner les gens qui ont fait le Covid. Ce ne sera pas délétère, mauvais pour eux. Cela va relancer leur immunité de manière plus importante. Over. Merci pour vos réponses. Encore deux, peut-être 3 questions. Donc les effets secondaires, on a discuté. Beaucoup de personnes demandent, est-ce que, étant comme membre du soin professionnel, est-ce que je suis obligé de me faire vacciner? Et aussi, est-ce qu'il y a des liens, est-ce que ça a un danger pour mon bébé le jour que je me fais vacciner? En fait, aussi les contre-indications avec les femmes enceintes et tout ça, je pense que ça va. Mais naturellement, la question la plus importante, est-ce que il y a une obligation de se faire vacciner? Pour M. Marron, peut-être, cette partie-là des choses. Merci. Mais donc, c'est une question centrale, en fait. L'obligation ou non de la vaccination. La décision a été prise par les autorités publiques belges de ne pas rendre le vaccin obligatoire. Donc, le vaccin n'est pas obligatoire. Personne ne sera obligé formellement à se vacciner. Par contre, c'est vrai que nous espérons qu'un maximum de gens vont se faire vacciner et qu'un maximum de personnes prendront la décision active, positive de se vacciner. Si la décision a été prise de ne pas rendre le vaccin obligatoire, ce n'est pas parce qu'on avait peur d'effets secondaires du vaccin. Je pense que M. Van Latem l'a expliqué, ils sont très très réduits en fait. C'est parce qu'on a pensé que pour susciter l'adhésion de la population, pour qu'un maximum de personnes puissent s'y retrouver et se dire en fait cette solution est une solution vraiment intéressante pour moi, pour mes proches, pour mes collectivités ou les collectivités dans lesquelles je travaille et pour la société, ben donc on a pensé que c'était mieux que les gens y aillent positivement et pas de manière obligatoire, convoqués à telle date dans un centre de vaccination et obligés d'y aller sous peine de sanction. Parce qu'évidemment, quand on rend quelque chose obligatoire, en plus, il faut punir les gens qui ne respectent pas l'obligation. Donc, on n'a pas pris ce chemin-là. On a décidé ensemble de ne pas prendre ce chemin-là et de prendre le chemin de convaincre, essayer d'expliquer en quoi c'est bien de le faire et d'essayer de faire en sorte que les gens adhèrent à l'idée de se faire vacciner contre le Covid et donc y aillent positivement. Et on s'est dit que, en fait, on a eu suffisamment confiance à la fois dans le système de vaccins qui est progressivement mis en place, mais aussi dans l'état d'information globale de la population. C'est vrai qu'on voit circuler, on entend parfois circuler pas mal de choses, y compris un petit peu absurdes, aussi sur les réseaux sociaux, mais pas seulement sur les réseaux sociaux, dans des conversations comme ça. Je dirais des craintes, parce qu'il y a des questions qui sont fondées par rapport au vaccin, et c'est normal, et puis parfois, il y a du grand n'importe quoi. En termes de surveillance de la population, en train de lien entre le vaccin et la 5G, enfin voilà,
des fantasmes absolus où, je ne sais pas, les autorités publiques qui décideraient de contrôler la population avec le vaccin, comme si un vaccin permettait à n'importe qui de contrôler une population. Tout ça est complètement absurde. Donc on sait que tout ça existe, qu'il y a des informations farfelues qui circulent un peu dans tous les sens, sur le vaccin en lui-même, mais sur le sens de la vaccination et ce pourquoi on l'organise. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que non, ce ne sera pas obligatoire. Oui, on va essayer de stimuler un maximum de personnes à y aller. Et puis, vous voyez quand même que les autorités publiques investissent beaucoup d'argent pour le faire. Et si on le fait, c'est pour éviter les milliers et les dizaines de milliers de morts qui ont été évoqués par le docteur Van Latten. Si on ne vaccine pas, il y a beaucoup de chances pour atteindre une immunité collective à la fin qu'on doive passer peu ou prou, même si on arrive à l'étaler dans le temps, et même si avec le suivi de contact, etc., on arrive à étaler les choses dans le temps, alors on va traîner ça pendant des années et ça va faire des milliers, voire des dizaines de milliers de victimes supplémentaires. Il y a déjà eu assez de victimes comme ça. Et donc c'est vrai que on est plutôt dans un sens que on essaie de convaincre, de donner les informations et que les gens comprennent par eux-mêmes le sens de la vaccination. C'est évidemment singulièrement important dans les maisons de repos, puisque, comme je l'ai dit au début, ben, les maisons de repos, en tout cas à l'occasion de la première vague, très clairement ont été les principales victimes, ou en tout cas la proportion de personnes victimes du Covid a été extrêmement importante, et victimes parfois dans le sens le plus dur, c'est-à-dire jusqu'au décès. Hein. On a dépassé la moitié de décès en première vague dans les maisons de repos, donc voilà. Et pour les personnels de soins, ça a été extrêmement difficile. Pour toutes celles et pour tous ceux qui travaillaient avec les résidents à ce moment-là, ça a été extrêmement difficile. Et donc oui, on est dans un sens de non, ce n'est pas obligatoire, mais oui, on essaye de donner un maximum d'arguments objectifs et d'informations transparentes pour faire qu'un maximum de personnes décident de se faire vacciner, je dirais, en âme et conscience. On ne vous entend pas, Monsieur Van Latten. J'avais coupé mon micro, sorry, voilà. Merci beaucoup. Donc, à la deuxième question, et je pense tout aussi excellente question concernant les femmes enceintes ou en âge d'être enceintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout médicament, comme donc tout vaccin, le vaccin est un médicament, passe au départ, au début de sa vie, par une phase où on prend un maximum de précautions. On dit pour la plupart des médicaments qu'on ne le donne pas à la femme enceinte, qu'on ne le donne pas au petit enfant, et puis on élargit petit à petit des recherches à partir de données qui existent parce que quelqu'un l'a pris accidentellement, ou on l'essaye prudemment chez les personnes en question. Et ce sont dans les mois qui suivent ou les années qui suivent que le plan d'action d'un médicament, d'un vaccin est étendu de personnes qui sont dans un statut normal à celui de femme enceinte. Le fait d'être enceinte n'est pas une maladie, mais c'est porter un être en développement en soi. Et un enfant, ce n'est pas la même chose qu'un adulte qui est lui-même en développement. C'est la raison pour laquelle ces vaccins ont, en première intention, été essayés chez des volontaires qui avaient entre 16 ou 18 ans au minimum. On n'a pas d'expérience chez des jeunes de moins de 16 ou 18 ans. Le vaccin ne sera donc pas indiqué chez des gens de moins de 16 ou 18 ans, sauf circonstances exceptionnelles, et on n'a pas d'essai du vaccin actuellement chez les femmes qui sont enceintes. Dans ce contexte-là, l'Union européenne, comme le Royaume-Uni d'ailleurs, et la Belgique a embrayé le pas, a proposé de dire que le vaccin n'était pas recommandé à la femme enceinte, sauf si son état physique à elle poussait à dire qu'elle avait plus d'intérêt au vaccin que de risques théoriques. Je parle bien de risques théoriques. On n'a rien qui nous fait penser que ce vaccin, pour l'instant, pose un problème. Chez l'animal, le vaccin a été essayé, il n'y a pas de problème. Mais l'animal, ce n'est pas l'homme, on est bien d'accord. Donc, la seule sécurité qu'on a pour l'instant, c'est par rapport à l'animal. On a des études qui sont en cours chez des femmes enceintes, de par le monde, mais ces données ne sont pas encore là puisque ces études ont fait suite simplement aux premières données montrant que le vaccin était sûr et efficace dans une population générale. Nous avons donc embrayé de la même manière en disant on propose que pour les femmes enceintes,
on ne recommande pas la vaccination, sauf si leur état de santé, parce qu'elles ont des maladies comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, fait que le vaccin peut être pour elles plus intéressant que le risque théorique qu'il pourrait laisser courir. Et donc, on va proposer que les femmes qui pensent qu'elles sont enceintes, soit c'est elles qui savent qu'elles sont enceintes ou pas, ne soient pas au départ dans les personnes que l'on vaccine, simplement, et c'est ça la précaution de départ qui est prise. Ok, merci pour vos réponses, Dr. Van Latem. Encore une dernière petite question. Oui ou non, je me suis vacciné. Est-ce que je dois encore garder la masque? Est-ce que je dois encore porter la masque? Réponse tout à fait, question à nouveau tout à fait importante, non seulement pour le point de vue professionnel, mais au point de vue de la vie tous les jours, de la vie familiale, de notre rôle dans la société. On sait que les vaccins sont très efficaces. Ils sont même beaucoup plus efficaces que ce qu'on espérait au départ. On leur espère donc une efficacité de plus de 90%, tout spécialement d'ailleurs chez les gens jeunes, en bonne santé, qui travaillent dans les maisons de repos, plus encore que chez les personnes plus âgées qui y sont. Par contre, ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est si le vaccin empêche qu'un virus fasse un ricochet entre quelqu'un qui vous envoie le virus à la figure, si on peut dire, vous l'attrapez dans le fond de votre gorge, vous êtes protégé par le vaccin, vous ne faites pas la maladie, mais vous pouvez renvoyer le virus par un postillon vers quelqu'un d'autre qui n'est pas vacciné et qui fait la maladie. Cet effet de protection par rapport à la transmission du virus, celui qui est essentiel pour avoir cette immunité du groupe qui empêche le virus de passer d'une personne à l'autre comme une bille de billard qui coche sur le bord du billard, eh bien, effectivement, cette notion, on ne l'a pas. Comme on ne l'a pas, on ne peut pas dire aux gens, enlevez votre masque, vous n'êtes plus à risque. Vous êtes peut-être encore à risque de pouvoir faire des ricochets par rapport au virus. Donc, il faudra au moins pendant encore de nombreux mois garder son masque, à la fois pour protéger des ricochets éventuels et à la fois pour tenir compte du fait que le vaccin n'est pas efficace à du 100%. Donc, si vous êtes vacciné, vous diminuez fortement votre risque d'être infecté, vous diminuez de manière encore plus importante le risque d'être très malade à cause de l'infection, mais vous ne l'annulez pas entièrement. Vous pourriez malgré tout encore faire l'infection dans certains rares cas. Donc, il faudra malheureusement un certain temps, le temps qu'il y ait assez de gens vaccinés, garder encore toutes ces précautions et entre autres les fameux masques. Over. Ok, merci Dr. Van Latem. Aussi merci à Monsieur le ministre pour ces interventions qui sont très claires. Ik zie ook veel vragen die gesteld worden operationeel, dus dat brengt me eigenlijk bij het tweede deel van deze webinar. Je donne donc la parole à Monsieur Jürgen Rogge pour nous expliquer un peu, voilà, qu'est-ce qui va se passer au sein de votre maison de repos les prochains jours. Monsieur Rogge. Dank u wel, meneer Staes, en dank u wel voor de mooie uitleg, dokter Van Latem en minister Maron. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Om te beginnen zou ik graag even een overzicht geven van het vaccinatieplan. Dus op federaal niveau voor heel België hebben we de groepen opgedeeld in verschillende tijdsfases. Je hebt een fase 1a, een fase 1b en een fase 2. De belangrijkste fase voor jullie allemaal, daarom dat we de webinar nu houden, is de eerste fase. En die eerste fase die gaat van januari tot maart. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat we de mensen met een zeer groot risico prioritair gaan behandelen. Wie hebben het grootste risico of wie komt er het eerste aan de beurt? Dat zijn alle woonzorgcentra. Die cijfers die jullie zien, dat zijn de cijfers hier voor heel België. Wie komt daar nog bij? De professionelen van de zorg in de ziekenhuizen en de professionelen van de eerste lijn, zoals de huisdokters en kinesisten, etc. Waar gaan we die vaccinaties doen? Natuurlijk in de woonzorgcentra zelf. We kunnen niet vragen dat onze residenten zich verplaatsen. Ook in de andere zorginstellingen gaan we die doen. Hoe gebeurt die verdeling? Wel, Pfizer gaat zijn vaccins sturen naar
gecentraliseerde ziekenhuizen. Dat noemen we ook de hubs. Dat hoort u wel in het nieuws regelmatig zeggen. En vanuit de hubs gaat Medista, een koerierbedrijf met meer dan 50 camionetjes, de vaccins verdelen naar de woonzorgcentra. Dus in totaal over heel België spreken we hier over een doelgroep van 350.000 mensen. Dat is echt gigantisch. In een latere fase, als we overgaan naar fase 1b, is waarschijnlijk ook al andere vaccins die beschikbaar zijn, Moderna, AstraZeneca en andere. Wat gebeurt er in de fase 1b? Ik heb daarnet verteld dat de woonzorgcentra, ziekenhuizen en de eerste lijnshulp gaan eerst aan de beurt komen, dan komen de andere collectieve instellingen aan de beurt en het andere personeel van de hospitalen. De 65-plussers, mensen met zware ziektes tussen de 45 en de 65 en dan essentiële sociale en economische functies. Daarvoor gaan we werken met vaccinatiecentra. We veronderstellen, dus we hopen dat we in juni kunnen van start gaan met de rest van de bevolking. Donc, je continue en français maintenant. Le vaccin de Pfizer, ça part de leur usine dans un camion. Vous l'avez peut-être vu, ça vient d'être apparu dans les journaux télévisés, avec des camions de SS de moins 80 degrés, vert, pour toute la Belgique. Il y a 40 hôpitaux. Hop. Une fois, la veille de la journée de vaccination ou dans la matinée, une camionnette de Medista va récolter déjà leur seringue aiguille et avec cette camionnette, ils s'arrêtent aux hôpitaux. Aux hôpitaux, ils vont réceptionner les vaccins et les vaccins seront distribués vers les différentes maisons de repos. Pour commander les vaccins, c'est très important que chaque maison de repos et de soins, en coopération avec le médecin coordinateur, remplit une liste. Une liste Excel. Pourquoi? Parce qu'après, on aura encore besoin de toutes ces données pour les rentrer dans un système qui s'appelle VaccinNet Plus. Le moment que vous avez décidé le nombre de personnes qui seront vaccinées, donc combien de vaccins est-ce qu'il faut pour jour un tel, on remplit un document sur le website de Iriscare. C'est un formulaire web qui ressemble à celui-là. Donc, c'est le même style, le même type de formulaire que vous utilisez déjà pour commander les tests. Iriscare va organiser, récolter toutes les informations et Iriscare va passer les commandes aux hôpitaux. Ici, je vais expliquer tout brièvement ce qui se passe dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, ils ont quand même un très grand charge de travail administratif et logistique. Donc, il faut d'abord s'organiser et commander les vaccins chez Pfizer. Très important, vous l'avez déjà peut-être appris dans la presse, un vial contient 5 doses. C'est des petits vials, mais avec une vial, on peut vacciner 5 personnes. Donc, pour les commandes, on doit toujours arrondir vers le haut pour avoir un multiple de 5. Puis, il y a plein de processus qui vont faire dans les hôpitaux. Vous avez déjà entendu, appris que c'est entre moins 70 et moins 80 degrés qu'on doit conserver le vaccin le jour avant la vaccination chez vous, dans votre maison de repos et de soins. Ils vont décongeler jusqu'à la température de 2 à 8 degrés. Dès ce moment-là, le vaccin tient encore 5 jours dans un réfrigérateur normal. Pour ce réfrigérateur, il y a aussi une procédure. Vous allez recevoir une fiche de Iriscare où il faut bien noter, vérifier quelques fois par jour la température du réfrigérateur. Donc, ils vont contrôler, ils vont préparer tout pour l'envoi et puis ils vont transférer
les boîtes emballées dans des caisses de Medista. Aussi, quand même bien savoir, tous les éventuels défauts ou incidents, ils sont tout de suite rapportés à la AFMPS. Qu'est-ce qui se passe chez vous dans la maison de repos? Vous allez réceptionner le colis Medista. Donc, la direction va demander à quelqu'un d'être responsable de vaccination. Le but, c'est que cette personne soit présente au moment où les vaccins seront livrés. Donc, la veille ou le jour même dans la matinée où vous allez vacciner. Il faut contrôler la température, il faut vite les transférer dans un frigo qualifié et on demande de mettre ce frigo dans un local fermé à clé. Il faut pas, ici vous voyez une toute grande boîte, ça ne va pas rentrer dans un petit frigo de cuisine. Non, la boîte est beaucoup plus petite, il faut regarder la taille au-dessus. C'est une taille, disons, boîte pizza qui sera livrée, que vous pouvez mettre dans le frigo. Donc, la vaccination va se réaliser dans les 5 jours après le moment de décongélation. Ça sera bien mis sur les documents qui joignent la livraison, le moment l'heure que ce soit décongelé à l'hôpital. Et à ce moment-là, vous avez encore 5 jours pour les vaccinations. C'est pour les employés, c'est les services médecine du travail qui vaccinent le personnel. Et pour tous les résidents, c'est le médecin coordinateur. Parfois, vous n'avez pas de médecin coordinateur, alors ça sera un cercle de médecins généralistes. Naturellement, les infirmiers, les infirmières peuvent aussi vacciner en coopération avec votre médecin coordinateur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y aura 2 dates de vaccination. Donc, il faut le vaccin de rappel 21 jours après la première vaccination. Une petite chose intéressante aussi, c'est que le moment où on va commander le nombre de vaccins vers l'hôpital Hub, on va peut-être commander 50 vaccins. À ce moment-là, l'hôpital Hub vont garder encore 50 vaccins pour la vaccination suivante. Pourquoi? Parce qu'on veut garantir que tout le monde reçoit 2 vaccins de la même marque. Naturellement, bien donner les coordonnées pour la livraison, les contacts et naturellement toujours une personne de backup. Quelle était la stratégie pour la phase 1A? Le but, au niveau fédéral, le but était de vacciner tous les membres du personnel et tous les résidents. Pour la région de Bruxelles, ça fait plus ou moins 25 000 personnes. Fois 2 vaccins, il faut prévoir 50 000 vaccins. À l'heure actuelle, Pfizer va nous livrer pour la semaine du 5 janvier 14 traits de 975 vaccins. Ça veut dire qu'on a pour 6 825 personnes de vaccins. Vous voyez, il n'y en a pas 25 000, donc on a un gros souci. Donc on a dû réorganiser tout le planning, tous les projets. On a trouvé une solution. On va seulement commencer avec les résidents. Il y en a plus ou moins 10 000 dans la région de Bruxelles. On a divisé ça en 2 semaines, moitié la semaine du 4 janvier, moitié la semaine du 11 janvier, et on garde la semaine du 18 janvier en backup. Pourquoi le backup? Je vous l'explique tout de suite. Les critères de sélection pour les maisons de repos, c'était un choix aléatoire et proportionnellement, comme je vous ai montré, 50% dans la première semaine, 50% dans la deuxième semaine. On a tenu compte des disponibilités du vaccin, de les provisions dans les UP. Et petit problème, dans les centres de soins où il y a eu un cluster, c'est-à-dire dans le stade 3, ceux-là, on les a déplacés à la semaine 3.
Il y a un peu moins de maisons de repos et de soins dans la première semaine. Ça veut dire qu'on a pris plus de maisons de repos avec une quantité supérieure en nombre de résidents. Là, les listes intégrales seront communiquées aux médecins coordinateurs et à la direction tout de suite après ce webinaire. Even kort herhalen voor wat betreft de leveringsdata. Voor de levering op 5 januari of de avond ervoor 4 januari moet het aantal doorgegeven zeer snel. En hier is het echt kortdag op 30 december. Voor de tweede week moeten de bestellingen binnen op 6 januari en voor de derde week op 10 januari. Iriscare gaat ook nog een ganse hoop hulpmiddelen leveren. Dus we gaan een lijst maken. Nadat we die lijst gemaakt hebben, gaan we de bestelling doen, waar de directie of de CRA-arts een bevestiging van krijgt. Er gaat nog iemand van Iriscare het woonzorgcentrum opbellen. En dan, zeker op tijd voor de eerste vaccinatiedag, gaat Iriscare nog een doos met materiaal langsbrengen. Dus reservenaalden, reservespuiten, een thermometer waarmee dat je je frigo kan nakijken, een chirurgische onderlegger, des tampons alcoolisés pour désinfecter le flacon. Dat zijn van die alcoholdoekjes, nierbekkers of des bassins reniformes, des sparadraps individueel, des cotons. Je weet nooit dat er een beetje bloed bij het spuiten vrijkomt. Et un conteneur à aiguilles pour déposer les aiguilles et les flacons de Pfizer. Comme ministre Maron l'a déjà clairement indiqué, le vaccin n'est pas légalement obligatoire, mais fortement conseillé. Dresser le plus vite possible une liste de tous les résidents et les collaborateurs. Ça doit être dans un format Excel pour l'enregistrement après dans VaccinNet Plus, mais vous recevrez tous les modèles de Iriscare. Donc, regardez bien sur le site web de Iriscare, il y aura toutes les explications dessus, les liens pour les webinaires, contactez vos collègues, vos collaborateurs, expliquez-le ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est très très important. Encore un peu plus juridique ici. Donc pour l'administration, la personne doit donner son autorisation. La personne qui est capable d'exprimer sa volonté, naturellement pas. Le moment qu'il donne son bras pour avoir le vaccin, ça suffit, comme également on fait avec le vaccin grippe. Attention pour les résidents qui ne sont pas capables d'exprimer leur volonté. Là, il faut un formulaire de consentement aussi de nouveau fourni. Et il faut le noter dans le dossier de soins. Utilisez les outils que vous trouvez sur iriscare.brussels, un planning, un questionnaire, des fiches pratiques, un circulaire avec tout le processus et les liens. Vous allez recevoir des brochures d'information, le mode d'emploi de VaccinNet et même pour des questions difficiles, la direction et tous les médecins, ils ont reçu les SOPs. SOP, ça veut dire Standard Operating Procedures qui ont été rédigés par la stratégie de vaccination COVID-19 pour la Belgique. Je suis arrivé à la fin. Je vous remercie très fort pour votre attention, mais je veux terminer mon message à vous dire que vous êtes très, très, très important. Vous allez vous informer, ce que vous faites déjà maintenant en écoutant ce webinaire. Si vous avez encore des questions, vous allez vous renseigner. Vous allez interroger les résidents et vos collègues et surtout, vous allez sensibiliser tout le monde. Donc, on a besoin de vous et on sait que vous êtes important.
Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, je demanderai à Monsieur Staes s'il y a encore des questions. Oui, donc merci Jürgen pour cette explication et je vois aussi dans le chat que c'est bien accueilli vers nos écouteurs et tout le monde qui se pose. Mais j'ai quand même reçu quelques questions très pratiques. Par exemple, pour le réfrigérateur, quelqu'un demande, mag dat ook bewaard worden in een koele ruimte? Een koele ruimte naast de keuken, is dat ook eigenlijk geschikt om die vaccins te bewaren, Jürgen? Et aussi une deuxième question plus pratique, est-ce qu'on doit encore faire des tests PCR de manière préventive, de dépister les gens à partir de janvier, ou est-ce qu'on annule ça? Jürgen, Ok, pour les tests préventifs, je dois demander à médecin Van Latem de répondre, mais pour le réfrigérateur, la réponse est très claire. Il ne faut pas beaucoup de volume, mais il faut absolument que le vaccin soit conservé avec une température entre 2 et 8 degrés. Pour ça, il y a même un processus, une procédure, comment il faut le faire. Vous allez recevoir un thermomètre. Il faut mesurer plusieurs fois par jour et écrire sur une note. Comme ça, on est vraiment sûr et certain qu'on a la bonne température. Ce frigo, ça peut être un tout petit frigo, on le met dans un local sécurisé, donc un local qu'on peut fermer à clé. Là, si vous n'avez pas ce frigo, n'hésitez pas à faire appel à votre direction qui doit contacter Iriscare pour trouver une solution. C'est très important. Docteur Van Latem, peut-être que vous pouvez dire quelque chose. La nécessité, est-ce qu'on doit encore faire des tests PCR préventifs? Le son? Voilà. Voilà, c'est gentil, merci. Alors, effectivement, les PCR resteront importantes. Donc, ce qu'il faut savoir, et on l'a dit dans une réponse à tantôt une des questions, c'est que si ce vaccin protège l'immense majorité des gens de faire la maladie, on ne sait pas s'il protège pour la transmission du virus. Donc, quelqu'un pourrait être encore porteur du virus, y compris chez les résidents, puisque c'est de ça peut-être qu'on parle, et le transmettre à quelqu'un d'autre, même si cette personne a été vaccinée. Donc, il faudra continuer à faire des prélèvements. Et d'ailleurs, un nouvel avis concernant les prélèvements est en train d'être mis à jour actuellement et devrait probablement être publié d'ici une semaine, 10 jours au maximum. Mais je peux déjà vous dire qu'il est sûr à 99% que ça ne changera pas au départ, en tout cas, la politique de prélèvement pour essayer justement de mieux connaître la protection que le vaccin peut donner par rapport à ce point important. Ok, merci. Quelque chose aussi de pratique, est-ce que la vaccination, ça quelque chose qu'on doit faire chaque année, comme on fait actuellement avec le vaccin de la grippe? Alors, on n'en sait rien pour l'instant. Ce vaccin est neuf, on l'a dit. Ce vaccin, on sait qu'il protège au moins pendant un certain nombre de semaines après la vaccination. La maladie, on sait qu'elle protège dans la majorité des cas au moins pendant 6 mois après la vaccination. Aussi, c'est très important que le vaccin permet de générer chez nous, dans notre organisme, des cellules qui ont le mécanisme de défense en mémoire. Ce pas des cellules qui meurent au bout de quelques jours, quelques semaines, c'est des cellules qui vivent pendant des mois et des années. Et donc, on espère, puisqu'on a réussi à mettre, si on peut dire, le plan de formation de moyens de défense dans un coffre-fort qui sont ces cellules mémoire, que ces cellules mémoire sont actives le plus longtemps possible. Pour l'instant, on ne sait pas plus que quelques mois, et donc on verra dans le futur si notre mémoire immunitaire est capable de toujours se battre, comme on l'espère, pendant des années contre ce virus. L'autre possibilité, bien sûr, c'est que le virus vienne à muter de manière plus importante que les mutations dont on parle pour l'instant au Royaume-Uni ou ailleurs, et qu'il faille à ce moment-là réenvisager un nouveau vaccin, ce qui serait heureusement possible extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement encore que ceci, en très peu de mois de temps. Mais c'est deux possibilités qui sont envisagées. Notre immunité ne dure pas assez longtemps, c'est certainement de nombreux mois, on l'espère des années, où le virus mute. Et dans ce cas-là, il faudra réenvisager un nouveau vaccin. Il est trop tôt pour le savoir. Ok, merci, docteur Van Latem. Bon, je pense qu'on est vers la fin de ce webinaire. Je veux vous tous remercier aussi, donc surtout Monsieur le Ministre, Dr Van Latem, meneer Rogge, pour passer votre après-midi
partie de cet après-midi, le deuxième jour de Noël, avec nous ici, mais aussi je veux remercier les presque 100 participants à ce webinaire. Een très grand merci à vous tous. Een heel grote dank aan alle deelnemers van dit webinar en ook aan onze sprekers. Namens Iriscare wens ik u allemaal ook een heel fijne namiddag, een heel prettig eindejaar gewenst. Au nom de Iriscare, je vous souhaite tous encore une excellente fin d'après-midi, encore une excellente fin de l'année, faites de bonnes fêtes en votre bulle très restreint. Et donc, au revoir, merci, bonne journée encore.